Bon, 320 secondes, on doit les avoir. Allez, je prends pas de risque, je fais le calcul. Je connais la capacité de pousser, le temps de pousser ou la consommation par seconde, en fait, des, de la S4B. Donc, sachant que la S4B, elle consomme 1 kg de carburant toutes les 4,7 secondes. Si je fais 320 secondes divisé par 4,7, je sais le nombre de kilos. Alors c'est des kilogrammes, hein, donc c'est des tonnes de carburant qu'il me faut. Il me faut 68 tonnes. Et en fait, je dispose de 76 tonnes. Donc en théorie, il doit me rester 8 tonnes à la fin de la poussée. Donc je peux rester sur ces 320 secondes. Je vais donc avancer un peu dans la simulation. Allez, on va avancer jusqu'à 900. Houston, this is Apollo 17. Go ahead. Hey, Ron, you're sounding great. Good boys here. Oh, yeah, we got things all set up here, and we're kind of standing by for a logic check whenever you guys can give us a go. Voilà, ils sont en train de faire des tests avant de... Roger, as soon as we get some TM in here, we'll give you a go. Donc voilà, visiblement, ils avaient du travail à accomplir hein, avant Okay. de faire la poussée. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu la faire au moment de la première orbite et qu'ils attendent la deuxième. Ça paraît assez logique. 17 Houston, we're ready for the logic check. Voilà, donc ils ont un test logique, je sais pas à quoi ça correspond. Okay, what? Okay, six arm breakers are closed. Les circuit breakers dont ils parlent, hein, Okay, and logic 1 is on, mark it. And logic 2 is on, mark it. on va aller les voir. Donc les circuit breakers, c'est ça. 17, you're go for pyro arm. Ce sont pyroarm aussi, il faudra y revenir. Firearm. Ce sont des disjoncteurs, des coupe-circuits, circuit breakers, donc l'équivalent de disjoncteurs. Donc en fait, le but du jeu, c'est de désactiver. Alors en fait, chaque commande là, par exemple, ce bouton-là, je sais pas à quoi il sert, peu importe. Soit c'est un bouton on/off, donc qui allume et éteint quelque chose, soit c'est un bouton à 2 positions. Je sais pas, 1, 2, voilà. Mais il est alimenté, enfin il va alimenter un système, donc il va le mettre en marche, en arrêt ou en position 1 ou 2. Mais l'alimentation du système passe aussi par un circuit breaker. Et donc en fait, si on coupe le disjoncteur ici, ce qui va se passer, c'est qu'on peut actionner le bouton ici, il va rien se passer. Donc ça a deux fonctions, ça. De couper les circuits sur tous les systèmes qui sont inutiles. D'abord, ça évite une erreur de manip et d'activer quelque chose qui ne devrait pas l'être. Mais aussi, ça assure qu'on ne consomme pas de l'énergie inutilement. Et l'énergie dans le module de service et de commande Apollo, elle est vraiment comptée. Donc en fait, ils passent leur temps à activer et désactiver des systèmes avec ces circuit breakers. Et donc là, en fait, ils sont en train de configurer le système pour la poussée d'injection translunaire. J'ai buté aussi sur le mot pyroarm. Pyroarm, en fait, c'est donc le système qui alimente les systèmes pyrotechniques. Donc les systèmes pyrotechniques, en fait, un peu partout Guys, sur I've la got the fusée. word you wanted to hear. You are go for TLI. You're go for the moon. Okay, Robin, understand. American Challenger with the S4B are go for TLI. That's On est go affirmative. pour la TLI, donc j'active You're l'autoburn. a sweet talker. We try to please there, Gene. Voilà, il blague un petit peu. You know, somehow, Bob, I knew you were going to say that. We were go. And that you
Donc We've les been systèmes working together pyro, too long, guys. par exemple, quand on s'est séparé des Stop différents logging in étages, again. en fait, les étages sont fixés solidement les uns aux autres, et pour pouvoir les éjecter, il y a des systèmes pyrotechniques qui font exploser des boulons. Donc, c'est des boulons explosifs. Alors, ils étaient commandés par l'Instrument Unit qui commandait tout l'ensemble de la Saturn V. L'Instrument Unit pilote maintenant plus que le troisième étage, mais on a des systèmes pyrotechniques à ce niveau-là et ici qui permettent de séparer. Donc là, il y a en fait 4 panneaux coniques sous lesquels est embarqué le LEM ici. Et donc, si on veut éjecter le CSM de la S4B, eh ben, il faut faire exploser des boulons ici. Or, comme on va effectuer une poussée ici avec le moteur qui est là, on n'est toujours pas à l'abri, soit d'une poussée erronée qui, par exemple, nous précipiterait vers la Terre, euh, ou dans l'espace, ou Dieu sait quoi, soit purement et simplement une explosion. Et donc, il faut s'assurer qu'on est en mesure de quitter le navire en toute urgence si c'est nécessaire. Et donc, il faut bien activer les systèmes pyrotechniques au cas où. Alors évidemment, là, on va faire en sorte que tout se passe bien et ce ne sera pas nécessaire d'effectuer la séparation. La séparation aura lieu plus tard. Et d'ailleurs, je vais préciser que ce stream-là, je vais l'arrêter au moment où on va séparer le CSM et la S4B et récupérer le LEM. Et à partir du moment où on aura fait ça, donc c'est au tout début de l'injection translunaire, une fois qu'elle a été effectuée, c'est la première opération qu'on conduit, et on se débarrasse assez rapidement du dernier étage de la Saturne V. À partir du moment où on aura fait ça, j'arrêterai ce stream pour l'instant. Donc retournons à notre procédure. Ici, on est à un peu plus 16 minutes environ du démarrage. Donc j'ai dit, je vais faire en sorte de ne toucher à rien. Donc on va s'approcher du moment fatidique et on va juste se mettre à l'extérieur pour regarder le burn se dérouler. Donc le burn, hein, on l'a vu, c'est 12,37 ici. Houston, we're with you again, and you're looking good. Okay, mighty fine, Bob. And Bob, we've got the pyros armed now. Roger. Voilà, ils ont activé les pyro-armes. Enfin, ils ont activé les pyros, plus exactement. Je suis très précautionneux avec cette phase parce que j'ai souvent des bugs. Time check, Bob. 17 Houston, go ahead. Just checking with you. You're so quiet down there, we almost forgot you're there. Roger. Don't want to forget me. Vous êtes tellement calme en bas qu'on vous avait We're just presque oublié. watching everything. We can't find anything wrong, so we're just trying to keep quieter. Et donc, comme on trouve rien d'erroné, on n'a rien à dire. Roger. Gotta look for the good things rather than the bad. Well, that's good when we don't find anything wrong. C'est bien si on trouve rien Can't agree d'erroné. more. Je peux pas être plus d'accord. Profitons de ce petit moment de répit pour présenter les protagonistes. Donc ici, je suis assis au siège du commandant de la mission, Eugène Cernan, qui avait participé à la mission Apollo 10, qui c'était la dernière mission, la grande répétition de Apollo 11. The chill down is in progress and the tank pressures are looking good.
Donc ils sont en train de monter la pression dans les réservoirs. Apollo 11 était donc la première mission qui a atterri sur la Lune. Apollo 10 l'a précédé. Ils sont descendus à 10 km. Alors c'est une phase qu'on verra quand on approchera. Ils sont descendus à 10 km de la surface et remontés. Et donc Cernan a failli ne pas aller sur la Lune. S'en est approché très près, mais cette fois-ci il va pouvoir y marcher. À sa droite, on a le sigle pour le commandant, c'est le CDR. Parfois, je vais utiliser ce terme, CDR. Je ne sais pas à quoi correspond le R, mais bon, on s'en fout. Donc, à droite, ici, je vais me mettre à sa place. Donc, le CMP, commande module pilote. Donc, le pilote du module de commande, qui est celui qui va rester dans le module de commande pendant que les deux autres vont descendre sur la Lune. Donc à gauche, ici le CDR, ici donc le CMP. Donc c'est lui qui va s'occuper du module de commande pendant que les deux autres vont entrer dans le LEM et descendre vers la Lune. À droite, je vais me mettre à sa place. Ah, et j'ai oublié de dire le nom, donc c'est Ron Evans qui est CMP. Et donc à droite, ici, le LMP, Lunar Module Pilote, pilote du module lunaire, qui est donc la deuxième personne qui va descendre sur la Lune avec le CDR, et c'est Jack Schmitt. C'est le seul civil qui va voler dans une mission Apollo et qui a qui a eu la chance de fouler le sol terrestre. Donc c'est un géologue de formation. Et donc c'est bien le sens qu'il faut donner à cette mission Apollo 17. 17 Houston, you are go at 3 minutes prior to ignition. You're looking good, and we're gonna have Araya coverage all the way through the burn until the session. Subline on at 3-6. Roger. Bon, alors on va écouter leurs commentaires, sachant que nous, tout va se passer 3 minutes plus tard. Je vais me remettre à l'extérieur. Ça va pas changer grand-chose. J'espère que cette fois-ci, ça va pas s'arrêter tout seul, par contre. You're looking great on a final status check here, and you're go for TLI. Donc nous, on est en train de s'orienter. And very faintly, we copy the crew Au moment reporting où eux S4B ignition. That's confirmed by the telemetry. ont Buster commencé à reports pousser. the thrust looks good on the S4B. 17 Houston, you're looking good, and the thrust is go. Bob, you're doing it fast, but we're go on board in 20 seconds. Roger. And telemetry data from the Saturn instrument unit shows the velocity increasing, up now to 26,000 feet per second, beginning to climb ever more rapidly. This burn was initiated at an altitude of about 97 nautical miles above Earth. When finished, the spacecraft will be at about 150 miles above Earth and on its way to the moon, some 213,000 nautical miles away. Nous, c'est en un peu moins de 2 minutes. Roger, Jim. We can barely hear you through the Araya, but you're go. Very weak voice communications, and Booster says the data is now static, but at last look, everything looked normal.
Houston, we can confirm PU shift and you are go. 1 minute. And that was Capcom Robert Overmeyer confirming to the crew that our data showed the Saturn shifting its propellant utilization for most efficient utilization of the propellants. 30 secondes. Houston 230, in the blind, we're still go. Roger 17, you're go. Looking great. Au bout de 2 minutes 30, ils sont Okay, toujours dans le noir. Understand we're go from the ground, and it's a good ride, although it's rumbling around a little bit. Okay. Bon, et nous, ça va pousser bientôt. Oh, j'ai eu peur. Que de frayeur. 3 minutes, and we are go. Roger, Gene. Là, il y a des petites interruptions là. Hein, je me demande si c'est pas ça. De temps en temps, on voit le moteur qui s'arrête. TLI right through sunrise. Et donc, ils font une TLI tout droit dans le soleil. Ah, tout à l'heure, ça s'est arrêté aux alentours de 230, 240, je sais plus. Quel stress. Donc la seule touche que j'actionne, c'est celle qui permet de passer de l'extérieur à l'intérieur. On est à 240. Ça pousse. Donc en fait, on est exactement dans la situation dans laquelle se trouvaient les astronautes en définitive. C'est de vérifier en permanence qu'il n'y avait pas une erreur au niveau des commandes automatiques ou un dysfonctionnement quelconque. Et dans la simulation précédente, dans le stream précédent que j'ai fait, où je me suis heurté au même problème, en fait, je me suis aperçu trop tard que la poussée avait été arrêtée. Et en fait, ce que j'ai tenté de faire, c'était justement d'avoir l'attitude corrective qu'auraient dû avoir les astronautes. Mais en fait, cette attitude corrective, elle consommait trop de carburant et donc bon, c'était inutile. Il fallait arrêter la mission. Bon, là, je pense qu'on va aller au bout de la poussée. Donc, eux ont vu le soleil, nous, on l'a toujours pas vu. Ah ben voilà. Voilà. Le soleil va se lever. Pendant notre TLI, comme ça a été le cas des astronautes d'Apollo 17. Donc, on n'est pas sur les horaires nominaux. Et je me demande si c'est pas ça qui pose problème. De chercher à utiliser. Donc eux, la poussée vient de s'arrêter. Le disque, c'est donc l'écran de l'ordinateur. Donc en fait, il récapitule les paramètres qui sont en gros les paramètres qui sont ceux-là. Ou plutôt le restant de poussée, et il indique qu'il y a des zéros partout. Donc en fait la poussée a été parfaite. Bon, et comme notre poussée est plus courte, on les rattrape un petit peu là au niveau de
des communications radio. Voilà, cette image est sublime. Cette image est sublime. « 46 secondes. 40 secondes, donc 94 à 34, ça devrait s'arrêter approximativement. 20-34. « 33, 34, voilà. Et bien cette fois-ci, notre burn time est parfait. Donc ça, c'est les fameux chiffres qu'ils indiquaient. Donc eux, ils avaient quasiment du zéro partout. Donc nous, on a une très légère différence. On a 18 cm par seconde d'erreur de poussée. Et en fait, 1 centième de seconde d'erreur de poussée. Bon, rien de bien méchant. Ce que je vais faire là, notre fusée, là, elle est en train de pivoter. Donc on va arrêter ce pivotement. Voilà. Et donc, nous voilà partis vers la Lune. Et alors, je peux vous assurer que là, je fais une sauvegarde très très vite. Donc, nous voilà partis vers la Lune. Et donc, j'avais dit que après l'injection translunaire, alors bah, profitons-en quand même pour regarder un peu le paramétrage. Donc, je vais rallumer. Alors, ça, c'est l'orbite, donc en référence terrestre. C'est-à-dire qu'on oublie l'influence de tous les autres astres. On considère juste une orbite avec la seule masse terrestre. Au risque de rendre le discours un peu confus, je vais dire quelque chose. La Terre, elle est plongée dans la gravité solaire. Elle est en train de tourner autour du Soleil, sur une ellipse quasi circulaire. L'orbite qui est dessinée ici, cette ellipse-là, suit la même trajectoire. Donc en fait, on peut la soustraire des considérations qu'on est en train de faire. Juste ce qu'on considère là, c'est notre mouvement relativement à la Terre, peu importe qu'on soit en train de tourner autour du Soleil. Et donc effectivement, on est à proximité ici de la Terre. Au fur et à mesure qu'on va s'éloigner, la Lune va s'approcher ici, et donc l'influence lunaire va se faire sentir et modifier cette trajectoire-là. Alors, on est à 724 km d'altitude, donc le double de l'altitude de la Station Spatiale Internationale. Et on n'a pas vraiment une vue totale. Il faudrait vraiment être beaucoup plus loin pour pouvoir voir. Bon, mais vous voyez, là, ça doit être l'Amérique du Sud, si je ne me trompe pas. Il y a des portions d'Amérique du Sud qu'on ne voit pas. Donc on ne voit pas un hémisphère totalement oui, là maintenant on doit être à 800 km, on va vite. Donc si on était encore plus bas, à 400 km, on ne verrait pas la totalité d'un hémisphère terrestre. En fait, le point de vue que vont avoir les astronautes de toutes les missions Apollo qui sont allés vers la Lune, c'est un point de vue qui n'a été donné à personne d'autre, de voir la Terre dans son entièreté. Alors dans son entièreté, on voit qu'une face. Mais de voir vraiment un hémisphère terrestre. Un hémisphère, je ne sais pas. Donc, revenons là. Ici, on va revenir sur le Lunar Transfer MFD. Et là, donc, on a le programme
de monitoring. Et là, ce qu'on voit ici, cette fois-ci, c'est la Lune, référence Moon, et on voit l'arrivée de notre trajectoire. Et donc ça nous dit que notre altitude en périgée, ce sera de 295 km. Donc on est largement au-dessus des 95 km qu'on s'était fixé. 17 Houston, we're making plans here for a spacecraft SEP time of 3 plus 4-3. Et on va arriver au périgée à 86 14 18, alors qu'on avait prévu 86 17 43. 3 plus 4-3, roger. Objectivement, ça c'est ce qui est prévu. Ça peut changer quand on va avancer, parce que il va y avoir des modifications par rapport justement à la théorie. L'influence des astres va faire que les calculs peuvent se décaler un petit peu. Il va y avoir quelques manœuvres qui vont se dérouler, donc il va y avoir des petites phases de freinage, d'accélération, etc. Quand on va éjecter la S4B par exemple. Donc cette trajectoire-là, elle va se modifier au cours du temps. Mais surtout, on va la corriger en route. Et en fait, en la corrigeant plus loin, enfin en s'affranchissant davantage de l'attraction terrestre, on aura besoin de moins d'énergie pour légèrement corriger. Parce que là, en fait, effectivement, ça paraît important, 200 km. Mais on est à 30 000 km de la Lune, là. En fait, c'est rien. Donc, c'est juste une légère correction de trajectoire à faire qui va consommer très